Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 5e conférence du CEREAP de cette année universitaire. Ce soir, avec nous, eh bien, une artiste, Julie Bessard, que je ne vais pas vous présenter parce que toute la soirée va lui être consacrée. Donc, c'est progressivement que nous allons découvrir son parcours, son itinéraire, sa production. Et même si vous avez le sentiment de bien connaître son travail, eh bien, je suis certain qu'il y a des choses que vous allez découvrir ce soir. Parce que ces rencontres avec les artistes sont précisément l'occasion, eh bien, de poser des questions qui amènent les artistes à apporter peut-être des réponses auxquelles ils n'avaient pas pensé, forcément. Ça les pousse un peu dans une sorte de retranchement et du coup, on découvre des choses que l'on ne sait pas, que l'on ignore, et peut-être même que l'artiste lui-même méconnaît, je ne sais pas. Donc, pour les besoins de la présentation d'un certain nombre d'œuvres, de documents, j'ai déjà soumis les questions que je vais poser à Julie, de façon à ce que, en amont, eh bien, elle ait eu le temps de préparer les dossiers avec les œuvres qui correspondent aux questions que je vais poser. Voilà, alors, Julie Bessard est une artiste qui réside à Schœlcher, sur la commune de Schœlcher, depuis bien longtemps maintenant, et que j'ai eu eh bien, l'opportunité de connaître lorsqu'elle était étudiante. C'était en 1993 que je t'ai vu pour la première fois à l'IRAV. Et je crois que tu étais l'élève de Jacqueline Fabien cette époque-là. Et puis ensuite, eh bien, je l'ai fréquentée un petit peu plus puisqu'elle est devenue notre étudiante à l'IUFM. Et puis après, elle a fait son parcours professionnel et artistique que nous allons évoquer maintenant. Donc, Julie, on a le droit de s'asseoir, peut-être. Hein, voilà. Bonsoir, merci d'être venu. Voilà, parce qu'on se fréquente, on se connaît pour la plupart, mais on échange souvent des bribes lors d'expositions, on se croise. Et je remercie Dominique Berthet de me permettre de m'avoir permis de fouiller, d'aller dans les archives et de redécouvrir avec beaucoup d'émotion des images que je n'avais pas vues depuis longtemps, puisqu'il m'a envoyé les questions, et pour répondre à ces questions, j'ai cherché les images avant de chercher les mots. Et ça a été vraiment un bon moment. Donc hier après-midi, surtout pour la 7e question, j'ai commencé à rédiger une thèse, hein, parce que là, je me suis dit que oui, ça pouvait... Bon, mais j'ai un peu renoncé, et je pense que de toute façon, on va... J'espère que vous allez autant que moi découvrir des choses et que nous pourrons réfléchir ensemble, voilà, au mystère qu'est pour moi encore la création. Merci Julie. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, donc j'ai rencontré Julie lorsqu'elle était encore étudiante à l'IRAV. Elle a obtenu son DNSEP, donc c'est le diplôme de 5e année. Et elle avait déjà une production artistique très soutenue. Et donc, en fait, la première question que j'avais l'intention de lui poser, c'était précisément d'évoquer le travail qu'elle réalisait à cette époque. C'était une jeune artiste. Tu avais quoi, une vingtaine d'années, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Et je voulais savoir, donc, par rapport au travail que tu réalisais à l'époque, eh bien, comment les choses ont évolué, et est-ce que ce que tu réalisais dans le temps trouve son prolongement dans ce que tu réalises aujourd'hui ou pas? Enfin voilà, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques ce cheminement depuis cette période de l'école d'art.
Alors, ça a été assez radical. Donc, avant l'école d'art, j'avais fait une année préparatoire à l'Académie Charpentier rue Notre-Dame-des-Champs pour préparer aux Beaux-Arts. J'ai bifurqué un an en stylisme-modélisme, mais ce qui m'intéressait dans le fond, c'était plutôt d'aller visiter les musées. J'ai découvert qu'il y avait, c'est à Paris que j'ai découvert qu'il y avait une école d'art en Martinique. Donc, je me suis inscrite pour les 5 ans. Et d'emblée, donc première année, deuxième année, c'était Ernest Breleur, mon professeur. Et d'emblée, quand on nous a demandé de créer, moi, c'était directement, je peignais les fonds sous-marins. C'était cet espace de totale liberté, d'apesanteur, sans perspective, avec cette sensation particulière du corps qui m'attirait. Donc, mon travail a été orienté, premièrement, le paysage sous-marin, et deuxièmement, le corps et ses représentations partielles, des morceaux de corps, notamment des morceaux féminins, une série sur les seins, sur les soutiens-gorge. Alors, je vous voyez, là, je vais vous montrer en même temps, là, vous voyez un volume, donc totalement inspiré des éléments marins en tressant des algues. Ça, c'est mon diplôme de 3e année. J'étais dans ces formes-là, qui peut-être vous évoquent des formes qu'on retrouvera plus tard en paille agrafée. Des choses très légères. On était directement dans la non-figuration, dans l'évocation, dans un monde très imaginaire. Et de l'autre côté, le sein. Alors là, c'est une tétine en plomb, d'une série de tétines suspendues qui s'appelait l'insoutenable légèreté de l'être. Et en même temps que je faisais ces volumes, j'adorais la gravure, donc imaginez la pointe sèche pour représenter les fonds sous-marins. Là, on fait plein de petits, tous les petits détails. J'ai vraiment adoré la gravure par rapport à cela, et j'ai sélectionné. Alors, sont celles-là. Ah non, attendez, hop, on va y arriver. Ça s'appelle Première peinture. Voilà, Première peinture. Voilà, quand même. Voilà. Vous voyez donc une série de gravures qui mélangent de la dentelle et du calque à des formes gravées. Donc c'était des gravures très longues. Et là, c'est un extrait du film de Claude Bagoué sur les artistes antillaises, qui date de 95, où elle présente mes séries de gravures. Donc j'étais entre le corps et cet espace sous-marin qui me fascinait. Et alors je reprends le premier dossier. Donc là, vous avez une pièce qui existe encore. C'est une coquille, une coquille d'huître mangeuse d'hommes, puisque cette coquille, on ne le voit pas, mais elle a des seins dessous, elle a une dentelle fort évocatrice, et l'intérieur est tapissé de petites annonces matrimoniales. Donc il y avait quand même un message sur... voilà, là c'est Lola de Valence. Entre tant de beauté que partout on peut voir, je comprends bien, ami, que le désir balance, mais on peut admirer en Lola de Valence le charme inattendu d'un bijou rose et noir. Baudelaire. Et là, vous voyez ces tétines en plomb qui ne sont plus en plomb, qui sont en résine et en dentelle. Voilà, c'était un imaginaire un peu fantasmagorique avec la présence du corps. Donc ça, ce sont mes premières œuvres. Et voilà ma petite sensation. Donc inspiré de Cézanne, donc une peinture, voilà, il y a un sein, une pointe de sein, une forme un peu étrange, et dessous il y avait une petite, à l'époque c'était tout à fait révolutionnaire technologiquement, c'était une petite télé, et quand on l'allumait il y avait un petit grésillement rouge, voilà, avec un petit son, c'était vraiment, là vous voyez mes premières œuvres de l'époque de l'école d'art. Alors ce n'est pas tout. Et je voudrais juste vous faire remarquer, alors ça doit s'appeler Image. Alors pourquoi elle ne s'appelle pas Image, celle-là? Je voulais vous faire remarquer, voilà, qu'avant mon voyage en Inde en 97, ma peinture, elle n'était pas du tout colorée. Hein. C'était mes tons de référence.
On parlera après de ce choc de la couleur en Inde. Est-ce que je réponds à la première question? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, la seconde fait suite. Donc, à savoir le travail que tu réalises aujourd'hui, est-ce qu'il s'inscrit dans un prolongement ou au contraire, tu t'es mis à explorer des pistes tout à fait nouvelles? C'est un développement qui, par nécessité d'expression, va aller chercher des matériaux différents. Ça, c'est encore les premières peintures très sobres au niveau de la couleur. Après, on va passer 5 années après, on en est là au niveau de la couleur. En fait, c'est la nécessité de l'expression qui a fait que les techniques ont changé, et les techniques amenant aussi d'autres possibilités, donc d'autres émotions, d'autres expressions, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est l'un qui amène l'autre, et effectivement. Mais je n'avais pas de volonté d'avant-garde, de révolution, de tout casser, qu'il fallait faire du nouveau, fallait, comme on dit, épater le bourgeois. Pour moi, c'était pas ça. Qu'est-ce qui répondait à la nécessité intérieure de mon expression? Qu'est-ce qui faisait qu'elle arriverait à être reçue de la meilleure manière possible? Alors, venons-en maintenant dans le travail que tu développes déjà depuis quelques années. Il y a un double travail, à la fois un travail bidimensionnel et un travail tridimensionnel. Alors, on va commencer par le travail bidimensionnel et puis on passera au tridimensionnel après. Ce qui caractérise, enfin l'une des choses qui caractérise ce travail bidimensionnel, je dirais, c'est l'outil que tu utilises, qui est un outil pas complètement inhabituel, mais c'est pas si fréquent que ça, à savoir que tu utilises des sticks à l'huile. Et alors, enfin, on va pas faire de publicité pour le vendeur, mais ces sticks sont tellement liés à ce nom que je vais néanmoins le citer. C'est Sennelier qui fabrique ces sticks-là et dont la réputation est évidemment mondiale, et qui fait un travail très important de recherche de couleurs et propose aux artistes des couleurs qui sont assez fantastiques. Donc, la particularité de ces sticks, c'est qu'ils soient, pour certains, très gros, ce qui permet à l'utilisateur de faire de la surface. À la différence, si vous voulez, des pastels secs ou des pastels à l'huile, mais pointus, voilà, qui permettent de tracer des lignes, tandis que les sticks que Julie va nous montrer, ça permet vraiment de faire de la surface. Alors, ma question, elle est toute simple. Comment en es-tu venu à utiliser cet outil-là? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il te permet de faire? Alors, les peintures que vous venez de voir donc, étaient des peintures principalement à l'acrylique, donc qui demandaient des temps de séchage qui étaient où les textures demandaient une manipulation particulière, de charger pour obtenir des grains. Et je ne sais pas si c'est parce qu'à un moment j'ai eu moins de temps. C'est une bonne question, mais j'ai eu envie que l'expression arrive très vite, que je me suis rendu compte que je me perdais, l'idée première dans le temps entre chaque couche, et que ma pensée se dissolvait, et à un moment j'ai senti qu'il fallait que je sentais, la dernière peinture que vous avez vue, ma peinture s'amollissait. Je m'endormais dans ma peinture. Alors c'est pas désagréable. On peut avoir toutes sortes d'émotions en peinture, sauf que c'est pas ce que je voulais exprimer. Donc d'un coup, j'ai commencé à intégrer. Donc dans les premières peintures, on voit qu'à un moment, voilà, il y a des petits essais de pastel à l'huile.
Tout ça, c'est des peintures. On est au bord des années 2000, 2005. Après l'école d'art, 5 ans après l'école d'art, je faisais ce type de peinture. Et on voit déjà qu'il y a des traits qui arrivent. Il y a des choses un peu saccadées, des stries. Et ça appelait effectivement un outil particulier. Et un jour, donc c'est maintenant 30 ans que je vais chez Sennelier. Et je m'occupais que de pigments, de peinture, de tubes. Et un jour, j'ouvre les boîtes de pastels. Mais c'était comme des boîtes de bonbons. La couleur, c'était une sensation directe. J'ai salivé devant les 130 couleurs de la gamme petit format. Et j'ai commencé. Et ça s'est pas arrêté. Alors maintenant, je réintroduis pour des nécessités de manque de couleurs, de limitation de couleurs. Je réintroduis de la peinture au couteau, donc de la peinture à l'huile, mais c'est vraiment, ça a été vraiment, une belle rencontre. Je vais vous montrer, ça c'est une peinture récente. Voilà, et là on voit que j'utilise plusieurs largeurs de stick. Ça va du tout petit qui est comme mon doigt au format cigare et au format géant qui doit faire 3,5 cm de diamètre. Alors, on ne se rend pas compte évidemment du format sur les images que tu nous montres, mais une chose est certaine, c'est que tu pratiques, si je puis dire, à la fois les petits et les grands formats. Et quand je dis les petits, c'est vraiment petit, et quand je dis grand, c'est vraiment très 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 grand. Ce sont des formats qui peuvent faire plusieurs mètres de long et plusieurs mètres de hauteur. La question, là aussi, elle est assez évidente. Qu'est-ce que le petit format permet de faire et ne permet pas de faire, et qu'est-ce que le grand format permet de faire et à l'inverse est un peu problématique pour autre chose. Alors comment tu passes du petit au grand format ? Oui, alors ta question, c'était quelle est la dimension dans laquelle tu t'exprimes avec le plus de liberté et d'efficacité? Alors déjà, j'ai mis l'efficacité en jaune parce que je ne prends pas le mot efficacité. La peinture, moi, c'est mon espace de totale liberté. C'est l'endroit où si je veux traîner 10 jours, je traîne 10 jours. Et bon, quelquefois, effectivement, faut que ça avance. Mais voilà. C'est pas non plus une question de liberté. C'est une... parce que, alors là, vous avez à l'écran une série... oui, c'est pas mal que ça vienne sur la question liberté. J'ai commencé cette série, j'étais dans une retraite zen en Belgique, il pleuvait, j'avais une toute petite chambre et j'avais un papier de 50 cm sur 30. Donc là, on a vraiment... Et on voit le grain du papier, on voit que c'est... Là, on voit vraiment... tiens, on a changé de format. Ce que donne la gestuelle du petit format. Donc là, on est sur des petits... Oui, je passe un peu vite, c'est vrai, c'est 3 secondes. Je reviens. Je vais essayer de parler avec la bouche et de... Voilà. Donc, une trentaine de petits formats. Alors, moi, j'adore les miniatures persanes. C'est simple, une miniature persane, c'est 15 sur 20 maximum. Il faut penser que la vague d'Okusai, c'est 25 cm sur 37. Tout n'est pas une question de format. On peut exprimer des choses très intenses, très profondes. Après, je vais vous montrer ensuite à l'opposé les très grands formats. Effectivement, peut-être que dans un petit format, je vais représenter le geste, je vais représenter quelque chose qui ressemble à une envolée. Alors que dans le grand format, je vais le faire directement, je vais le vivre et je vais perdre l'équilibre à la fin du trait. C'est... voilà, il y a cette différence-là. Techniquement, je peux dire aussi que les 130 couleurs, elles sont qu'en petit format, et quand on arrive au gros stick, on est à 40 couleurs maximum. Donc ça me demande des superpositions, des grattages, des compensations. On n'a pas la même richesse colorée sur la petite gamme que la grande. Donc là, on finit les petits formats. Donc ça, c'était il y a à peu près une dizaine d'années.
Et je vais vous montrer dans les récents, les très grands formats qui n'ont pas encore été exposés. Alors déjà, il faudrait les trouver. Alors ça c'est... je vais les ouvrir. Alors il y a aussi les formats moyens. Bon, on en parlera après des formats. Là, on est sur 1,50 m sur 1,50 m. Donc, essayez de voir, vous, si je ne vous avais pas donné le format, est-ce que vous verriez la différence? Est-ce que là, c'est la même chose, 1,60 m sur 1,40 m, 3,50 m sur 2 mètres. J'aurais pu... on pourrait imaginer que c'est un tout petit format et que j'ai figuré l'élan. Mais non, peut-être pas. Peut-être que ça passe pas. Alors pourquoi j'en ai que 3 alors que j'en avais ouvert 25? Hop là, oui, ça c'est 1,20 m par 1,20 m. Et là, on est sur 80 par 80. Donc quelquefois, il y a des pièges. Hein. Tout n'est pas de la gestuelle. 1,50 m par 1,50 m. La même chose. Donc là, on voit quand même qu'il y a... On imagine l'action qu'il y a derrière. T'as répondu à ma question, là? T'es sûr? Non, mais oui. Là, c'est 2 mètres sur 2. Celle-là, 2 mètres sur 2, elle est plus grande que moi. Moi, j'ai quand même le sentiment que travailler sur une petite surface et travailler sur une grande surface, ça n'engage pas la même énergie, ça n'engage pas la même force, ça n'engage pas les mêmes gestes, c'est très différent, non? Oui, là vous voyez l'œuvre qui a été faite, qui a été commandée par le Centre d'art contemporain, la Villa du Parc à Annemasse, pour ce mur rond spécialement. Et un autre format. Je réponds à ta question, je finis juste le défilé. Là, on est sur du 3 mètres aussi. Voilà l'œuvre qui fait 5 sur 3, qui était sur le mur rond et qui est devenue plate pour aller à la ferme du Buisson à Noisiel. Oui, c'est-à-dire que pour aller sur les grandes toiles, parce que le danger est réel, le danger est réel de ratage. Parce que le danger, ce n'est qu'un danger esthétique, c'est un danger de rater sa peinture ou pas. Alors, pour certaines personnes, ça n'a aucun... On peut jeter ou recommencer. Moi, je n'accepte pas de rater. Je sais pas, voilà. Il faut que quand je commence, on arrive quelque part. Donc, c'est vrai que les petits formats pourraient être comme des gammes. C'est-à-dire, c'est le contact quand je suis en voyage, quand j'amène des trucs dans la valise, quand j'ai pas beaucoup de temps. Le petit format permet de maintenir le flot de la création. Et le grand format, c'est peut-être plus sérieux parce que plus c'est gros, plus quand on se trompe, ça se voit beaucoup. Et c'est cette question qui viendra après sur l'immersion du spectateur, le ressenti. Alors peut-être qu'on pourrait faire une comparaison musicale, je ne sais pas. On va voir si la comparaison musicale tient par rapport à cette question. Là, j'ai répondu. Alors, on a donc affaire à un outil particulier, un matériau particulier. Tu utilises comme support toile et papier, ce qui est assez classique pour le stick, pour le pastel. Par contre, sur toile, ça nécessite un certain grain de la toile. J'imagine que c'est pas du grain de la toile de jute, par exemple. Ça pourrait, mais ça dévore les pastels à une vitesse incroyable. Alors, pastel et papier sont historiquement liés, parce que quand j'ai dit à Sennelier que je peignais sur la toile avec un pastel à l'huile, ils m'ont dit c'est pas possible. Bon, ça fait 20 ans que les toiles tiennent toujours. J'ai pas de réclamation de collectionneur, mais effectivement, le pastel sur du grain, c'est toujours le même effet. Donc, il a fallu que je trouve une toile extrêmement fine qui soit à peu près l'équivalent du rendu du papier, qui me permette la liberté de faire du grain ou de ne pas en faire. Autrement, c'est comme s'il y avait eu en permanence un grésillement sur la toile et ça passait pas. Donc c'est une toile qui vient d'Allemagne
qui n'est pas évidente à trouver, mais qui, une fois qu'elle a eu ces 2 couches de noir, est parfaitement lisse. C'est comme préparer sa toile, c'est comme accorder son instrument. Pour que ça résonne, pour que les couleurs résonnent, moi ça demande une toile lisse et un fond noir qui fut brillant à certains moments, mais là parfaitement mat, pour rentrer en contraste total avec la brillance, la vivacité des pastels et des couleurs. Tu l'évoquais tout à l'heure, à savoir du point de vue technique, il n'y a qu'une quarantaine de couleurs par rapport aux grosses sticks, ce qui t'amène parfois à faire des superpositions, peut-être pour obtenir d'autres couleurs. Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment que cette pratique que tu développes empêche ce que l'on appelle le repentir. J'ai le sentiment qu'il faut un choix assuré, pensé, qu'il faut envisager des formes, etc. J'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas la place à l'erreur. Et tu viens de dire à l'instant que tu détestes l'échec. Donc, comment ça se passe concrètement lors de la réalisation ? Alors, pour démarrer une toile, déjà, il faut être un minimum en forme. Donc je ne peins pas ni drogué, ni bourré, ni en proie à des sentiments violents que je ne maîtrise pas, ni trop fatiguée. J'ai besoin d'être totalement présente, du moins d'en avoir l'illusion. Donc une fois qu'il y a de la lumière dans l'atelier, que je suis à peu près en forme, que la toile est tendue, je vais avoir un appel coloré de la toile, une première pulsion colorée qui peut être 3 griffonnages. Souvent, non même pas, je pensais que c'était au centre, 3 griffonnages n'importe où. Donc première trace. Et c'est là que les soucis commencent. C'est-à-dire que cette trace, je ne fais pas du minimalisme, donc je sais que cette trace-là, elle va devoir dialoguer avec autre chose. Il y a du blanc. Alors ça, on a fait l'expérience lors d'une, je ne sais plus ce que c'était, une rencontre, un atelier ouvert, et j'ai proposé aux spectateurs, il y en a 2 qui sont là, j'ai proposé aux participants on va faire une peinture collective. Je commence par une trace, allez-y. Mettez votre trace. Et on a fait ce dialogue et on a fait monter une toile qui était à la fois entre des envies, des impulsions et des réflexions. Et ça se passe comme ça. Donc d'un coup, je vais avoir un sentiment de rondeur ou un sentiment d'énergie. Donc il va falloir rajouter donc, du bleu, du vert et tac, mince. Là, c'est bon. Ça me parle pas. C'est encore comme une musique, on place des notes et c'est pas entraînant, ça résonne pas, où il y a de l'émotion, elle sort pas. Ça, c'est de mon point de vue. Après, on verra ce que le spectateur ressent, ce qui est un grand mystère encore pour moi. Déjà, ce que je ressens, c'est pas évident sur ces toiles. Et donc, c'est un espèce de jeu d'échecs coloré qui fait qu'on avance une couleur et parfois on la retire. Oui, parfois il y a du repentir. Dans cette toile-là qu'on voit, on voit qu'au centre, il y a eu du grattage, on a remis une couleur, j'ai enlevé... mais le repentir va avoir la présence du repentir. C'est-à-dire, tout de suite, vous voyez les 3 traits jaunes qui sont à côté de la surface blanche. Ces traits jaunes, ils ont besoin d'être sur un fond noir immaculé. Et il y a besoin de ce coup de couteau, de cette chose extrêmement nette, parce qu'à côté, il y a quelque chose de plus superposé, de plus embrouilleux, de plus embrouillé, de plus nébuleux. Donc c'est, voilà, imaginez un coup de trompette ou un coup de cymbale qui claque à côté d'une superposition de violon, de flûte, dans quelque chose d'un bruissement de feuillage, et clac, vous avez des lignes. Donc j'équilibre, quand je peins, j'équilibre à la fois la couleur, le geste, l'intensité, la dimension du geste, la direction du geste, l'intensité de la couleur, la position de chaque couleur, la proportion, le mouvement entre les couleurs, les relations entre les couleurs identiques, les relations entre les complémentaires, les relations entre les fausses complémentaires. Tout, on peut déployer tout le vocabulaire de la couleur, de la forme, de la texture
Non, France Antilles, Martinique, non, c'était hier l'article. Oh non, j'ai pas même le Caraïbe, je suis pas bon. Voilà, le boulot, excusez-moi, hein, le boulot. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais on est mal parti là. Voilà. Voilà, une petite interruption. Donc voilà, en gros, je retourne dans l'atelier, donc il y a la peinture et il y a tous ces éléments. C'est un peu comme un chef d'orchestre. J'ai plein d'instruments, ils peuvent donner plein de sonorités, et moi je dois harmoniser tout ça, et qu'à la fin, la toile, elle me met dehors. Elle me met dehors parce qu'elle me dit, si tu rajoutes une couleur, il va falloir refaire toute la toile, ça ne sera plus la même histoire. En faisant l'histoire, je la découvre. Donc, je ne sais pas où je vais, mais en même temps, je sais où je ne vais pas. Est-ce que c'est clair ? Moi, ça va. Voilà. Alors ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Hein. Vous revenez dans 2 mois, j'aurais peut-être eu je comprendrais un peu mieux ce que je fais. Mais en toute sincérité, c'est ce qui se passe et ce qui est le plus. Il y a une question de nécessité, mais de vérité intérieure aussi. Je ne peux pas me raconter d'histoire sur ce que je fais parce que au bout il y a une toile et il y a quelque chose qui vient au monde et qui est censé apporter, parler. Alors tu as dit tout à l'heure, et j'ai cru comprendre que ce voyage avait été une sorte de déclic pour toi. Tu as parlé d'un voyage en Inde en 1995. Et j'ai cru comprendre qu'à partir de ce voyage, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la couleur. Tout à fait. Alors, en 1997, mon premier salaire, je pars 2 mois en Inde. Et là, l'Inde, hein, c'est l'Inde. Et dans l'Inde, il y a ces couleurs. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de couleur en Martinique, on est d'accord. Je pense que la couleur de la Martinique a résonné à la rencontre de l'Inde. Et là, mais vraiment un syndrome de Stendhal dans les magasins de sari, puisque j'étais accueillie par la sœur de Raghunath Manet, qui était une danseuse qui m'a emmenée en tournée d'achat de sari pour les spectacles et de visites de temples. Et il y a eu beaucoup de choses en Inde, et d'un coup, j'ai vu la couleur. Et quand je suis rentrée, je n'avais qu'une hâte, c'était de peindre en couleur. Et la rencontre, c'est aussi ce papier rouge que vous voyez à l'écran, que j'ai rencontré en visitant une fabrique de papier à Pondichéry. Donc j'ai ramené 3 gros rouleaux de papier rouge. J'ai pas tout pris, tiens. Elle veut pas tout afficher. Je reviens. Hop là. Voilà, et ça a donné la série rouge qui a été exposée à l'IUFM avant 2000, en 98. Les premiers ont été exposés dans cette salle. Je m'en rappelle bien. À l'époque, on était en francs. Voilà, bon, on voit un peu des influences de Kandinsky. Voilà, surtout sur celle-là. Hein. J'en suis tout à fait consciente. Et d'un coup, je n'ai plus pu peindre sur du blanc. C'était fini, la toile blanche, c'était vraiment la page blanche. Ça passait plus. Et ça commençait avec le rouge. Voilà. C'était déjà du pastel à l'huile. Il y avait un peu d'acrylique, le noir était en acrylique et le reste, c'était du pastel à l'huile. On voit que le noir c'est un peu plus liquide et qu'il y a du pastel qui intervient. Bon, c'est un mélange. Hein. Il n'y avait pas jamais d'eau sur l'huile, mais c'était un mélange. Alors, pour continuer l'histoire de ça, donc je fais ma série rouge, super, je me dis c'est toute ma vie, c'est le papier rouge, je dois rentrer en Inde, je vais ramener du papier, je vais signer un contrat avec la fabrique d'usine, il y aura des petits Indiens qui me fabriqueront du papier à vie. Et d'un coup, impossible de peindre, je ne pouvais plus peindre. C'était fini, je n'arrivais plus à aborder. J'avais saturé, bon, il y en avait une trentaine, hein, c'était pas une production énorme, mais j'étais saturée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai commencé à découper. Hop là. Cette série rouge, donc on voit, et a créé les chimères, c'est-à-dire des hybrides de morceaux de toile, de morceaux de dessin découpés, que j'ai inclus dans de la résine. Et les formes des peintures qu'on pouvait trouver dans des peintures sont devenues des formes autonomes. Donc le format, c'est la plus grande est comme ça, et c'est un format maximum 40 sur 40. Ah ouais, on peut faire comme ça. Waouh. Voilà, là j'ai introduit un rétroviseur écrasé, quand même, et quand on parlera du volume, je reparlerai de l'étape des chimères. Tu as utilisé tout à l'heure le terme
peinture. Donc ma question est celle-ci, comment tu qualifies tes œuvres? Est-ce que ce sont des peintures? Est-ce que ce sont des dessins? Qu'est-ce que c'est? Les deux. Les deux, c'est-à-dire peinture, parce que dans la mesure où je tends une toile et il y a de la couleur. Alors dessin, peut-être quand le graphisme est plus... Bon, il y a des dessins, il y a la série des 300 dessins. Non, c'est du peinture, pastel. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'historiens de l'art qui vont s'éclater sur la définition, mais bon, moi, c'est à peu près équivalent. Après, pastel, ça renvoie toujours au pastel sec, voilà, au pastel de Degas. C'est voilà, peinture. Je sais pas. T'as une opinion sur la question? Ce point fondamental? J'en ai peut-être une, mais elle est sans intérêt de toute manière. Donc, peinture, ça me convient tout à fait. Ce que tu nous as montré, à l'exception des quelques œuvres de ta période lorsque tu étais étudiante à l'IRAV, relève de ce que l'on appelle l'art abstrait. Tu nous as révélé qu'à un certain moment, tu faisais aussi, tu faisais des évocations de fragments de corps. Mais tout ce que tu fais depuis, je pense, relève de la peinture abstraite ou de l'art abstrait. Moi aussi, j'utilise le mot peinture maintenant. Tu vois, c'est contagieux. Pour quelles raisons ce choix de l'abstraction? Et qu'est-ce que ça t'offre de plus par rapport au figuratif? Alors, il y a une réponse très historienne qui liste les disparitions successives de la perspective, de la ressemblance avec le cubisme, du dépouillement successif du figuratif pour arriver à l'abstraction. C'est très intéressant, je trouve ça tout à fait passionnant. Moi, en fait, j'étais engloutie. Au début, il y avait et le corps et l'espace sous-marin, et après, on a enlevé le nom. Le corps est passé dans les gestes que je faisais, et non plus que je représente, des formes que je représentais, et l'espace sous-marin est devenu un espace. Parce que c'est ce qui m'attirait, c'était pour moi un espace de liberté. C'est là où je trouvais la plus grande liberté, le plus grand mystère. Alors on parlera des références tout à l'heure, mais je suis totalement fascinée par Bonnard, par Matisse, par Monet. Mais moi, ce qui m'excite, ce qui fait que j'ai envie de peindre, c'est d'être dans cet espace où à tout moment la forme peut changer, puisque la forme elle est au service de l'ensemble. Donc si je focalise ma peinture autour d'un sujet ou d'un thème particulier, tout sera au service de l'idée, d'une idée principale et d'un discours et d'une démonstration et d'une intention préalable. Or, moi je pars à l'aventure. Donc à un moment, la forme, on va passer, je vois s'il y en a une, voilà, la forme jaune là que vous voyez, si elle s'entend pas avec la forme violette tout au bout elle va disparaître. Parce que c'est l'harmonique que je cherche, c'est la rencontre. Et donc la rencontre se fait au prix de la disparition de l'individu, de la forme définie. J'ai oublié la question là. Je suis partie. La question, elle était liée au choix de l'abstraction par rapport au figuratif. Tu as parfaitement répondu. Se pose donc du coup la question du sens. Le figuratif renvoie à la mimésis, à la représentation, à l'allégorie, au message. Le figuratif est porteur de sens, un sens qui est
plus ou moins visible, plus ou moins évident, mais voilà, il y a un sujet, il y a une histoire, il y a parfois quelque chose d'illustratif, bref. Dans la peinture abstraite, tous ces éléments-là, a priori, n'existent pas. Donc du coup, se pose la question du sens. Y a-t-il du sens, des sens qui sont issus de la peinture abstraite? C'est-à-dire qu'un peintre abstrait produit-il du sens, qui serait peut-être du sens différent? Et qu'est-ce que tu penses de cette question du sens? Est-ce que ma question est claire? C'est là où j'ai commencé à écrire la thèse hier après-midi. Oui, non, mais cette question m'a vraiment... alors, elle a fait écho à plein de choses que j'ai lues dans mes petits livres de chevet, de Motherwell, de Debré. C'est vraiment ce que j'aime sur ceux qui ont écrit et justifié et défendu la peinture abstraite et l'expressionnisme abstrait. Déjà, on va commencer très simplement. La peinture, elle a un sens. C'est-à-dire, elle a un sens physique, c'est-à-dire, elle est pas tête en bas. C'est-à-dire qu'un point rouge en haut, c'est pas un point rouge en bas. Donc, on va poser une forme. Cette forme va apparaître et que le sens soit explicite parce que le point rouge c'est une pomme ou implicite parce que la forme est une forme à l'interprétation ouverte. L'artiste donne un sens, conscient ou inconscient, et le spectateur aussi. Alors, ce sens, il est entre une interprétation personnelle, une interprétation culturelle et un inconscient. J'essaie de trouver les zones dans lesquelles on pourrait avoir ce sens. De toute façon, il y a une pensée. Il y a une pensée, qu'elle soit de l'ordre de l'émotion, de la sensation. Quand je vais peindre, c'est que je reconnais quelque chose. Donc ça a du sens. Je sais pas, c'est pour ça que je vous appelle à la fin de la thèse, parce que c'est vraiment une question qui revient souvent, parce que l'art contemporain et l'art abstrait sont souvent taxés de manque de profondeur, donc de manque de sens. Donc il faut prouver que les choses sont sérieuses. Mais pour moi, bien sûr que ça a un sens, parce que déjà ça a une organisation. Et on n'organise pas par hasard. Là, je pense à mes élèves, quelquefois, quand je montrais une peinture abstraite, « Ah, madame, c'est n'importe quoi !» Ah, j'adorais. Alors, dis-moi ce que c'est que... Qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois, il y a ça. Alors, c'est pas n'importe quoi. Ah oui, mais c'est quand même n'importe quoi. Donc, c'est vraiment un exercice pédagogique que de montrer que le point bleu en bas à droite, c'est pas le point bleu en haut à gauche, et que si on est sensible, comme on peut avoir là, on a eu les mêmes questions par rapport à la musique. Voilà, par rapport, on ne demande pas aux notes d'avoir un sens, on demande juste de les écouter, de les repérer, de les apprécier, de les entendre. Et bien sûr qu'elles ont un sens. Alors, ma question, évidemment, elle poursuit ce que tu viens d'évoquer à l'instant. La relation entre les peintres abstraits et la musique, elle est très très fréquente depuis le début du XXe siècle. Les relations entre Kandinsky, Schoenberg, entre les expressionnistes américains et telle musique. Est-ce que tu écoutes de la musique lorsque tu crées ? J'écoutais de la musique jusqu'à ce que ma chaîne tombe en panne. La super chaîne que j'avais fait installer pour être dans un opéra permanent et partir
sur l'oiseau de feu dans une grande composition et m'y perdre, ou au contraire m'y retrouver. Et la seule musique que je tolérais, c'était la musique sacrée de tout pays. Les musiques, voilà, des musiques reliées au sacré. Et c'est vrai que le cinéma m'a fait découvrir la musique classique, et j'ai beaucoup écouté de musique classique, et j'en écoute encore, et je ne pouvais pas peindre sans musique. Et j'en parlais avec Chantal Charon il y a quelques années, et quand elle me disait, à un moment on a parlé, ça fait au moins 7 ans, 7-8 ans, et elle me disait qu'elle peignait en silence, et là j'étais impressionnée, je me suis dit waouh, elle arrive à peindre en silence, mais jamais je pourrais. Et ben le jour où ma chaîne est tombée, j'ai pas eu le temps de la faire réparer, j'avais d'autres choses à faire, j'ai fait ma première peinture en silence, et je me sentais pas portée. Je disais mais il y a personne derrière là, je ne suis pas à l'égal de Mozart, Beethoven ne tient pas ma main, ça va pas le faire. Et en fait depuis 8 ans, je peins en silence. Voilà. Alors, je vais réessayer un jour, quand j'arriverai à faire réparer la chaîne, de repeindre en musique. Mais j'apprécie beaucoup, beaucoup le silence. Alors, on a bien compris que pour toi, la forme, c'est aussi du sens. Et donc, qu'il y a du sens dans l'abstraction. Mais je me demandais si, vis-à-vis du spectateur, si ton objectif, c'était pas de parler à son émotion, à ses sensations. Est-ce que c'est pas d'abord ça qui t'intéresse, ou bien est-ce que c'est autre chose ? Alors, j'ai pas particulièrement d'objectif par rapport au spectateur, parce que je ne sais pas trop comment... moi, en tant que spectatrice, je vois à peu près comment fonctionne un spectateur, mais je trouve que c'est déjà assez difficile d'arriver à sortir les peintures que de gérer la réception de l'œuvre. Et surtout, je veux laisser la liberté. Je veux laisser la liberté aux spectateurs de rentrer, de ne pas rentrer, d'aimer, de ne pas aimer. Et je crois que j'ai pas envie de me justifier pourquoi il y a la forme là, pourquoi c'est dire sans dire. C'est-à-dire qu'à un moment, bien sûr que l'absence de représentation livre le spectateur à une interprétation personnelle. Mais en même temps, il y a quelques grandes règles de la composition et de la forme qui font dire que on ne pourra pas dire. Alors il y a des. Ce que je veux dire, c'est que quelquefois sur la même toile, quelqu'un va me dire « Oh là là, qu'est-ce que tu devais être joyeux, c'est super joyeux !» Et le spectateur d'à côté va me dire « Mais ce rouge, c'est sinistre, mais vous vivez dans la violence, mademoiselle !» Je l'ai eu, ça. J'ai eu ça. Donc effectivement, il y a moi ce que je comprends de ce qui est sorti de la toile, et après, ça va parler à l'émotion sûrement. Après, ça va aussi parler à la culture, parce que dans mes toiles, en tout cas moi j'y reconnais des références, des citations de certains tableaux, de certains mouvements, de certaines séries. Je peux dire ah là là, il y a un petit moutonnement là qui ressemble à cette partie d'une toile de Picasso, à ce blanc qui claque, c'est tel tableau de Bonnard, mais je ne fais pas exprès. Je m'en nourris, ça doit bien ressortir à un moment. Donc quelquefois, il y a des morceaux d'histoire de l'art qui s'invitent dans mes toiles. J'en fais pas commerce, je m'en vante pas, mais je sais. Donc de toute façon, ça va aller attraper le spectateur à la fois sur son émotion et à la fois sur sa culture. Et quand on va parler des références, je dirais que ma peinture, elle se nourrit pas que de peinture. Elle se nourrit de toutes les émotions artistiques qui peuvent être créées. On va parler de la poésie, on va parler de la littérature, on va parler de la danse contemporaine, on va parler du théâtre. Et moi, je vais même jusqu'à parler de paysages remarquables ou de lieux particuliers qui font que plus je vais je me considère un peu comme un filtre. Plus je vais filtrer des choses de qualité,
Et ça va même jusqu'à une manière d'être dans la vie. Alors c'est pas moraliste, mais c'est juste comme ça. J'essaie de, pour donner, faut se nourrir. Donc mieux je me nourrirai, c'est peut-être une illusion, mais en tout cas mieux je pourrais donner. Et dedans, effectivement, passe, je pense, dans ma peinture, des choses plus subtiles. Mais c'est peut-être une auto-illusion, hein. Bien, alors la question suivante est toute prête, évidemment. Tu as cité comme référence, tu as cité Bonnard, tu as cité Matisse, tu viens de citer Picasso à l'instant. Est-ce qu'il y a aussi des références plus contemporaines qui nourrissent et ton regard, et ta réflexion, et ta peinture? J'ai cité Picasso, mais entre Matisse et Picasso, je choisis Matisse. Ça, c'est clair. Même si j'aime plein de choses de Picasso, mais voilà, les références, ce que j'appelle références, c'est s'il y a cet artiste qui est exposé, je cours. S'il y a une toile de cet artiste qui est oubliée dans un coin, je vole. Donc là, il y a effectivement, j'ai refait une petite liste parce que bon, il y en a beaucoup et je me suis dit quels sont les principaux. Alors. J'ai parlé aussi, bon, Motherwell, Cobra, bien sûr, alors Kirkeby, John Mitchell, qui s'est beaucoup exposé avec Monet, donc Monet, John Mitchell, des contemporains, bien sûr, il y a aussi d'autres arts, par exemple, j'aime beaucoup l'art indien, l'art tibétain, même si on n'est pas dans un art contemporain. Après... oui, c'est pas que des artistes modernes. Agnès Turnauer, par exemple, j'aime beaucoup. Il y en a tellement. Il y a un artiste qui travaille sur la lumière que j'ai découvert à Amsterdam qui s'appelle Paul Lee, d'origine. Un nom un peu hybride. Oui, il y a beaucoup d'artistes. Après, là, j'ai parlé de ceux pour qui je tuerais. Voilà. Ensuite, on reste sur les références, non ? On reviendra aux références après. Alors, on peut maintenant aborder l'autre pan de ton travail, à savoir un travail sur l'espace. Et en particulier un travail que tu as réalisé avec encore un matériau assez inhabituel puisqu'il s'agit de la paille de chapeau. Ah oui. Alors, sur l'espace, comment ça s'est fait ? On va dire qu'à l'école d'art, dès le début, j'ai travaillé à la fois... De toute façon, on est obligé, il n'y avait pas le choix. Il fallait travailler en volume et il fallait travailler en peinture. J'ai mis un certain temps à développer le volume parce que c'était plus à l'école d'art, donc il y a eu la série des soutiens-gorge géants, c'était des formes, beaucoup de volumes liés au corps et les volumes abstraits sont venus plus tard. Alors je vous trouve, on va revenir sur les chimères. Alors les chimères, c'était ces formes, donc j'ai découpé mes peintures parce que je les supportais plus et ça a donné des formes. Voilà. Ah oui, il y en a une qu'on ne voit pas. Voilà, des formes comme ça. Et un été, il y a un architecte qui voit mon travail et qui me dit « Mais ces formes, elles appellent l'espace. Elles sont à plat, mais je sens qu'elles pourraient passer dans l'espace. Je sens il y a quelque chose. Pourquoi tu ne passes pas en volume ?» Et là, je me suis dit, mais comment... Je veux pas faire du volume lourd parce que les moulages, les temps de séchage, c'est pas très efficace. Donc, je me suis posé la question de comment j'allais arriver à dessiner dans l'espace. Pendant mon année de stylisme modéliste, j'avais fait des stages chez une modiste et en tant que petite stagiaire, j'allais acheter les stocks de paille à chapeau dans les différents ateliers de Paris. Et j'avais un stock de paille. Alors, je vous cherche. Je crois que c'est ombre portée. Ça va commencer là. Voilà. Hop. Non. Je cherche la première. Voilà. Les premières formes. Donc, un jour, j'ai pris cette paille et j'ai commencé à tracer des lignes. Et à chaque intersection, je prenais un fil et une aiguille et je cousais.
mais ça prenait des heures et des heures et des heures. Et miracle, il y avait une agrafeuse et je commençais à agrafer. Et d'un coup, alors la première paille rouge que vous voyez est une paille très fine, et d'un coup le volume est arrivé. Donc au début, ça a été des volumes très, très filiformes, et je me suis rendu compte qu'en mettant... donc on avait des formes assez indéterminées, et je me suis rendu compte qu'en mettant... ça, c'est la première expo à l'Atrium. Oui, c'était bien de chercher pour cette conférence, parce que ça m'a permis de découvrir des photos que je n'avais pas vues, et de voir que le temps passait, et voilà. Je me suis rendu compte qu'en juxtaposant les agrafes, on obtenait des surfaces, et d'un coup, les formes se sont beaucoup plus imposées. Donc c'est venu d'une réflexion, c'est venu d'un matériau, et à l'époque, je me rappelle, il y avait Ernest, que je salue, et on s'est croisés, je m'en rappellerai toute ma vie, et il me dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» J'ai répondu « J'agrafe », et il m'a regardé, et il m'a dit « Moi aussi ». Et c'est après qu'on a découvert qu'on avait commencé à graffer, mais pas du tout dans la même direction, mais il y avait cette nécessité, voilà, cette nécessité. Lui, c'était explicitement par rapport, si je ne me trompe pas, il y avait, c'était son atelier de, bon, il réparait, il était sur des radios, il réparait des choses, et moi j'assemblais, et c'est après que je me suis dit que ouais, peut-être aussi je réparais des choses, mais je l'ai vu après. Voilà, donc c'est venu comme ça. Alors j'aime beaucoup l'image que tu viens de montrer. Et si tu te souviens, j'ai utilisé cette image en couverture de l'un des numéros de recherche en esthétique. Oui, et je t'en remercie, puisque à ce moment-là, la directrice du musée d'Appert a vu la revue, donc cette revue était lue déjà à l'époque, et m'a demandé de faire cette expo au musée d'Appert en 2007-2008. C'était un numéro sur l'utopie, si mes souvenirs sont bons. En fait, ces sculptures, je ne sais pas si le terme est exact, ces volumes, ont quelque chose d'extrêmement aérien, dynamique, léger, etc. Et on est dans un univers qui est à mi-chemin entre l'univers sous-marin que tu évoquais tout à l'heure et l'univers aérien. Et donc là, on a effectivement quelque chose de très intéressant qui montre que les volumes, en fait, qui sont tellement légers qu'ils peuvent osciller en fonction du souffle, mais là, en plus, tu avais utilisé tout un dispositif très, très élaboré pour qu'il se passe ce que nous voyons. Est-ce que tu peux nous parler de ce dispositif ? Oui, alors ce dispositif est né d'une demande d'exposition. Oui, c'était encore le musée, c'était déjà le ministère de l'Outre-mer. On m'avait demandé, donc les formes étaient nées, et on m'avait demandé d'exposer au ministère de l'Outre-mer, et j'avais décidé de suspendre les formes et de les faire bouger. C'était avec un trompettiste, et d'un coup on a commencé à les manipuler comme des marionnettes. Et quand on m'a proposé de faire une exposition, je me suis dit que je ne trouverais jamais personne pour rester 15 jours à manipuler, et qu'il fallait trouver un mécanisme. Donc, avec un professeur de technologie, on a trouvé comment greffer les formes sur des poulies, sur des moteurs d'essuie-glace, de manière à avoir ce mouvement de va-et-vient. On a tendu des draps, on a mis des ventilateurs. Il y a eu aussi les vidéos. Donc les ombres ont commencé à bouger en même temps que les formes. Après, on a fait de fausses ombres en vidéo, de manière à avoir un espace total animé, totalement animé, ce qui permettait l'immersion et un espace imaginaire, un espace un peu magique. C'est vrai que lorsque l'on pénétrait dans cette exposition, il y avait vraiment quelque chose de tout à fait fascinant. C'était une atmosphère très particulière. Les deux pratiques que tu développes en parallèle, donc bidimensionnelle et tridimensionnelle, pardon, sont-elles complémentaires ou bien séparées ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai sélectionné des images de l'atelier depuis 2004, qui montrent que
Alors, on va prendre l'atelier en 2004, qui montre que, n'ayant pas 2 ateliers, à un moment, j'ai bien dû travailler la peinture en même temps que le volume. Et effectivement, on voit que, et notamment c'est cette année que j'ai repris ce travail ce questionnement sur les relations et la possible vie commune des peintures et des volumes. Donc c'était dans 2 buts différents, mais dans l'atelier, les formes se répondaient. Voilà, là on voit vraiment, je pense que c'est la première forme en paille. Voilà, on voit que c'est de la paille, on voit aussi la relation avec les peintures derrière. Donc il y a toujours eu déjà dans l'atelier la juxtaposition des 2. Après, je ne choisis pas des formes dans ma peinture pour les transformer en volume, ça c'est sûr. Quand je pars en volume, j'ai 2 manières de partir en volume. Ou totalement libre, comme en peinture, donc la forme se fait à l'instant, un peu en haut, un peu en bas, on rajoute, et je pars dans une construction. Ou alors, pour la forme des ailes particulières, là ça demande un patron, parce que l'agrafe qui est au milieu, il faut en avoir mis 70 000 avant pour qu'elle soit au milieu. Donc il y a des formes qui sont dessinées, qui ont un schéma de construction par rapport à un objectif, et des formes totalement libres. Les ailes, les grandes ailes qu'on verra dans l'installation de Clément ont aussi une manière d'être construite qui pourrait être confiée à quelqu'un d'autre. Et autrement, des formes totalement libres. Et la peinture n'imite pas les formes du volume, c'est juste que c'est le même vocabulaire, ce que j'appelle l'irréductible, c'est-à-dire même si je voudrais aller plus loin, changer, me transformer, ben non, il y a quelque chose qui fait que ce sont les mêmes formes qui sortent et il faut bien que je m'en accommode et que j'arrive à les faire vivre, même si c'est toujours un peu les mêmes formes. Ce qu'on m'a reproché aussi, mais c'est normal. Concernant les formes dans l'espace, est-ce qu'il y a parfois des dessins préparatoires ? Oui, pour les formes que je sais que je vais répéter, que j'ai besoin de répéter, et qui techniquement sont difficiles, oui, il y a des dessins préparatoires. Par exemple, pour l'exposition de Clément, pour l'envol, tout est né d'un croquis en 5 minutes. J'ai fait le croquis, c'est ce petit croquis très moche, que je n'ose même pas vous montrer, qui a déterminé toute l'installation. J'ai vu ce qu'il fallait faire dans l'espace et ça allait très vite. Alors, on a vu dans la petite vidéo que tu nous as montrée, en fait, ce travail dans l'espace donne lieu à des installations. Alors, on a évoqué les ombres, on a évoqué le mouvement, et ce que je me demandais, c'est si il y avait une sorte de volonté d'interdisciplinarité artistique dans ce type de travail, parce que, si mes souvenirs sont bons, il y avait aussi une danseuse qui intervenait, c'était à l'Atrium, qui intervenait dans l'espace, et donc qui dit danseuse dit également son. Donc il y avait le mouvement, la danse, la lumière, les ombres, les sons, peut-être la musique. D'où ma question, est-ce que tu n'es pas dans une pratique contemporaine d'interdisciplinarité artistique ? Alors, contemporaine, je ne sais pas, parce que l'interdisciplinarité, l'opéra, c'est bien une interdisciplinarité, par exemple, voilà, ou contemporaine, sûrement, parce que je fais appel à des artistes contemporains. Après, la première fois c'était José Chalon qui a fait une danse buto dans les Grandes Ailes en 2005. Ensuite, moi, j'adore Josiane Antourelle, absolument inconditionnellement. Et je lui ai demandé, elle a participé à 2 résidences que j'ai faites. Donc là, on la voit sur ce dessin, sur cette image, elle a dansé. J'ai agrandi mes dessins de format A3 pour créer des images et des visuels pour la résidence de 2013 à Font-Saint-Jacques qui s'appelait Passage. Voilà, là, elle l'a aussi produite à une soirée dans mon atelier.
Donc effectivement, ma pratique, il y avait le corps, hein, il y avait le corps. C'était peut-être mon corps au début, mais les formes appellent le corps, le vide appelle le corps, le mouvement appelle le corps, et j'avais besoin de la réflexion, de la proposition, c'est même pas l'interprétation, parce que c'était de la création d'une danseuse pour qu'elle réagisse à mes lignes, à mes espaces, et voir dans quelle mesure cet espace ces peintures, ces visuels que je crée, qui appartiennent à la fois qu'on pourrait imaginer parfois dans le microscopique, parfois dans quelque chose d'un peu plus vaste. On pourrait être à plusieurs échelles. Et je voulais voir comment le corps se positionnait dedans. Donc effectivement, donc là on voit à Font-Saint-Jacques, elle dansait entre les formes et les images, et je regardais comment les couleurs attrapaient, résonnaient, entouraient le corps, le faisaient réagir. Il y a eu cette première résidence, et la deuxième, c'était l'année suivante. Là, on était plus d'artistes. Je donne... alors, pour répondre. Là, on était théâtre, vidéo, musique contemporaine, danse et arts plastiques. Et c'est vrai qu'on était une équipe, on est resté 3 semaines, j'adorais ça, j'adore ça. Mais c'est vraiment c'est une immersion complète. Donc on a créé des vidéos, j'ai créé des décors mobiles, des accessoires, des costumes. C'était vraiment donc cette représentation n'a eu lieu qu'une fois à Font-Saint-Jacques. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est aussi les conditions de création. Et bon, il y avait beaucoup de décors. J'avais encore agrafé 600 000 agrafes pour créer toutes ces choses-là. Et je disais à Josiane Antourelle, mais comment je vais stocker ça dans mon atelier? Elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, Julie, il n'y aura pas de deuxième représentation. On est en Martinique. J'ai tout pris, et à part l'aile blanche, j'ai tout jeté. Et il n'y a jamais eu d'autres représentations. Mais j'ai quelques images, puisque ça n'a bien sûr pas été filmé. Et voilà, ça a été un très bon moment, mais il faut savoir juste s'en rappeler et garder le désir. Si un jour on me rappelle, il faut que je garde ce désir de continuer à faire. Mais c'est la réalité de cette île. Donc je retiens ce que tu as dit, à savoir que lorsque tu as fait appel à José Chalon, tu l'as laissé investir l'espace comme il le souhaitait. Lorsque tu as fait appel à Josiane Antourelle, la même chose. Est-ce qu'on peut considérer que cela relève d'une sorte de co-création ? Oui, c'est-à-dire que j'aime la collaboration avec les autres artistes par connivence. On se reconnaît et on reconnaît nos espaces de liberté. On s'estime et on sait qu'on va être en permanence à l'écoute et en dialogue. Donc il y a une confiance totale, et il y a quelque chose, il y a une mayonnaise qui prend. Et oui, il n'y a pas de chef. Il y a juste un désir commun, et on agit tous pour arriver à l'objet final. Et en fait, ce que tu nous as montré a anticipé la question que j'allais te poser, mais je vais te la poser quand même. Ce qu'on a pu observer, c'est que cette interdisciplinarité, elle existe à la fois dans tes productions bidimensionnelles et dans tes productions tridimensionnelles. C'est-à-dire que l'on a vu par exemple Josiane Antourelle là, évoluer dans un univers de peinture, dans un univers de forme, et dans d'autres cas de figure, c'était au sein des objets en volume. Est-ce que... Alors, tu n'es pas la danseuse ou le danseur, mais... Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec les uns et les autres, et est-ce qu'en fonction du type d'environnement, eh bien, la danse, le geste est différent?
Oui, bien sûr, parce que ce sont des créateurs qui sont à l'écoute. Donc ils vont bien sûr réagir à tous les éléments plastiques, visuels et sonores qu'ils auront, et on va à chaque fois recréer quelque chose. Très bien. Et la dernière question que je voulais te poser, donc suite à ce que nous avons vu et suite à ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir une seule fois. Mais je pense que c'est pas forcément lié à la Martinique. Je pense que c'est lié à l'idée même de la performance. C'est-à-dire que la performance, c'est quelque chose qui ne se répète pas deux fois à l'identique. Chaque performance est singulière. Donc effectivement, une fois que ça a eu lieu une fois, il n'est pas envisageable de redoubler. Mais est-ce que ça a été filmé? Est-ce qu'il y a eu des vidéos qui gardent une trace de ça? Alors là, alors ça dépend. Il y a eu des formes de performance, mais pour Font-Saint-Jacques, c'était quand même assez écrit et ça aurait pu être renouvelé. Alors je sais qu'il faut vraiment que je fasse une enquête au bout de 10 ans. Je sais qu'il y aurait une captation à Font-Saint-Jacques, mais il faut que j'aille voir une personne dans un bureau particulier pour qu'elle me donne le nom de la boîte, etc. Ça va être une recherche. Il y a eu une petite... si je peux vous montrer, c'est très rigolo ça. Alors, c'est où? Ça s'appelle Suspension. Et il y a eu... non, c'est pas ça. Ah non, alors c'est pas... Oui, je cherche, hein, résidence. Il y a eu une petite captation image par image de l'ensemble de la résidence. Je viens de la voir passer. Bon, ça reviendra peut-être... ça reviendra peut-être, et ça, voilà, c'est ça. Donc je vais le mettre en accéléré, je vais vous le mettre en accéléré, et là, voilà tout ce qui s'est passé, et tout ce dont vous ne verrez pas le résultat. Là, on a 3 semaines de travail à 6 créateurs. Alors là, c'était drôle. C'était un concert sous-marin. On était avec Rudy Siller, les artistes, et on a enregistré un concert sous-marin pour illustrer. Donc on était dans la cuverie. Là, c'est la préparation de la pièce centrale. Les costumes. Voilà, donc ce sont tous ces moments-là, j'essaie d'avancer rapidement, les captations de bruit, les élèves, bien sûr, et voilà, il y a une petite restitution pour les élèves. Voilà, donc ça, j'espère un jour retrouver le film, mais c'est comme ça, on ne peut pas tout garder. Bien, merci, vous pouvez applaudir Julie Bessard. Donc il nous reste une petite demi-heure pour échanger avec le public. Ça y est, les mains déjà se lèvent. Merci. Alors, j'ai écouté ton parcours. Je crois que je te connais depuis que tu étais encore à l'IRAV, je pense. Parce que ta première exposition, c'était à l'IRAV, mais qui était à l'hôpital civil, l'ancien hôpital civil. Et je crois que le titre de cette exposition, c'était Le bonheur à tout prix ou quelque chose comme ça. Et que j'étais fascinée par cette œuvre que tu avais faite en forme d'œuf, avec des mains en cire couleur saumon très pâle. Et à l'intérieur, tu avais mis une... Non, c'était pas Saint-Pierre. Moi, je suis allée à l'hôpital. Ah oui, moi, je l'ai vu qu'une fois. D'accord. Et il y avait une lumière à l'intérieur et qui clignotait. Et l'entrée, c'était pratiquement à l'entrée, je suis restée là. Je crois que j'ai quand même par politesse vu les autres œuvres, mais je ne sais même pas ce qu'il y avait. Et je suis restée là toute la soirée à regarder cette œuvre avec des mains qui palpitaient et et ça s'appelle le bonheur à tout prix. Donc j'ai dit, ça doit être ça, le bonheur, de se trouver à l'intérieur de cette œuvre avec toutes ces mains qui
qui palpite et tout. Et tu m'avais même offert, tu avais vu que j'étais tellement fascinée que tu m'avais offert une des mains qui continuait l'installation par terre. Et puis après, bon, ben, j'ai continué à te suivre. Chaque fois qu'on disait Julie Bessard, j'ai dit non, ça m'est resté. Non, pas vraiment, mais bon, j'ai dit quand même quelqu'un qui fait quelque chose comme ça, qui arrive, parce que c'est ça aussi l'art, ça doit envoyer des messages, et je l'ai reçu comme un super message. Et puis après, j'ai vu la paille, toutes les choses en paille. Ces oiseaux moi c'était des oiseaux imaginaires qui volaient et tout ça, je trouvais ça très bien. À Clément aussi, donc on était dans quelque chose de très aérien, et on s'en sentait libre, quoi. C'était cet espace de liberté. Et puis après il y a eu ce que tu appelles les chimères là, les toiles que tu as découpées. Alors là par contre j'ai dit, ah non, on ne va pas sortir de cette espèce de liberté pour retrouver, parce qu'en plus, comme je suis du milieu médical, donc ça me rappelait trop la natte. Oh, alors, oui, c'est ça m'a un peu... Et puis après, quand tu as commencé les pastels, et je me souviens d'une exposition qu'il y avait eu à Clément, tu avais fait... une toile, mais vraiment très très grande. Il n'y a que toi qui pouvais faire ça, parce que moi, j'étais à la moitié de la toile pratiquement. Elle était vraiment immense. Et quand je suis arrivée, elle était bleue, celle-là. C'est une dans laquelle il n'y avait pas ni de jaune ni de rouge. Elle était dans les bleus. Et je suis restée debout devant la toile. Et un monsieur qui est venu me regarder, qui me dit... ça donne envie d'y entrer. J'ai dit, mais c'était juste comme ce que j'étais en train de me dire. On avait envie de rentrer dans tout ce bleu. Et quand tu as expliqué que c'était les paysages sous-marins, là, j'ai compris pourquoi je voulais rentrer parce que moi, j'adore la mer et le milieu sous-marin, je suis fascinée. Donc, voilà, quoi. Donc, vraiment, je crois que je t'ai suivi plus que j'ai pu de presque toute ta carrière. Je te remercie parce que c'est une forme d'art qui m'a sorti des trucs de pictural, des portraits, les choses comme ça. C'est là que j'ai vraiment senti ce que c'était expression de l'art. Donc là, tu vois, tu as un témoignage au niveau du ressenti du spectateur. Est-ce que tu as des choses à dire ? Les mains, je pense que j'en ai quelques visuels, mais je ne les ai pas là. Après, oui, alors on peut voir un parcours du point A au point B, mais pour moi c'est spiralaire, c'est-à-dire que je lance des pistes. Je continue d'autres pistes, mais je vais repasser un moment sur cette piste-là. Je vais ouvrir une porte, mais je laisse pas tomber. Ça va. Je vais un peu comme un tourbillon. À un moment, j'ai l'espoir que les choses vont aller vers une sorte de lien et d'unité, même de sens pour moi. Donc ça a l'air d'être des choses éparpillées parfois, mais je crois qu'il y a un lien qui pourrait peut-être un jour être un peu plus visible. Voilà. Alors, question suivante ou témoignage suivant. Oui, c'est juste, pas une mise au point, mais une remarque. C'est que le bonheur à tout prix, c'est quand Julie était présidente de l'association Sans Titre, et cette exposition, le bonheur à tout prix, il y avait 14 exposants. Et donc, je veux dire, c'était un travail de recherche qui avait été fait en préalable avec des réunions. On avait, élaboré là aussi, il y avait déjà cet aspect pluridisciplinaire parce qu'il y avait des installations, il y avait des photos, il y avait des peintures, il y avait un tas de choses. Et il y avait aussi, effectivement, les mains de Julie. C'est juste pour dire...
C'est vrai que là, je peux relier le pluridisciplinaire aussi au collectif, parce que c'est vrai que pendant 10 ans, je me suis occupée de l'association Sans Titre, et notre grand plaisir, c'était d'inviter des artistes. Il y a quelquefois des artistes qui débarquaient, on les invitait, c'était un espace ouvert, un peu expérimental, et c'est vrai que c'est ce qui faisait qu'on était influencé, on était au contact. C'était un peu, moi, je voulais retrouver l'atmosphère de l'atelier dans une école, dans l'école d'art que j'adorais, où on suivait son chemin. Il y avait aussi les échos des autres et la présence des autres. Donc, il y a l'espace total et la coopération, la communauté, le groupe d'artistes, qui pour moi est très important. Alors, autre intervention? Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve qu'elle est, pour moi, elle est assez fascinante parce que, en fait, il y a quand même un fil conducteur qui est, pour moi, hein, qui est ce voyage ou cette traversée par rapport à l'espace. Et cet espace qui te guide à la fois dans la couleur, mais dans un espace tridimensionnel où la lumière, les ombres, quel que soit le matériau, il y a quand même cette investigation fabuleuse de l'espace et qui entraîne le spectateur à voyager à travers ce que tu proposes. Et là, en voyant ça, j'ai la même impression que lorsque j'ai vu à Munich une grande exposition de Kandinsky. Et en voyant Kandinsky, je t'ai retrouvé. Alors, je sais que c'est très loin de toi, et je ne veux pas comparer Kandinsky à toi, mais en fait, c'est la démarche. Je veux dire, quand on voit Kandinsky et cette multitude de toiles, on pourrait dire, mais il a toujours fait pareil. Et en fait, non, il n'a pas fait pareil. Et les gens qui disent, oh ouais, c'est du Julie Bessard, on la reconnaît, mais c'est jamais pareil. Et je trouve que c'est un voyage dans lequel tu nous embarques et effectivement, bon, après, on peut apprécier ou pas le voyage, mais c'est un super voyage pour moi. Merci beaucoup. Oui, donc je ne joue pas du violon, je ne suis pas du tout musicienne, je suis très amatrice mais pas musicienne. Moi, Kandinsky, c'est la nécessité intérieure, c'est du spirituel dans l'art, c'est la nécessité intérieure, c'est les premières peintures de paysages russes, voilà. Après, quand on est passé à quelque chose de plus géométrique, un peu plus, c'est peut-être une partie, j'ai arrêté, il y a une partie qui m'attire un petit peu moins, mais oui, Kandinsky, c'est là, c'est vrai qu'on peut parler des références, c'est les références artistiques, mais c'est aussi les textes des artistes, c'est... Oui, que de la forme, oui, bien sûr, et c'est vrai qu'il y a des artistes, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qu'écrit Charles Juliette, notamment ses rencontres avec Soulages, rencontres avec Bram van Velde, rencontres avec Fabienne Verdier, qui parlent, j'adore entendre les histoires d'artistes et comment ils s'accrochent, qu'est-ce qu'ils cherchent, pourquoi, comment ils se positionnent dans le monde. Ça, c'est des références. Et même si formellement, j'adore, par exemple, quand Kounelis parle, quand... Kiefer, l'art survivra à ses ruines. Il y a énormément d'artistes qui, même si formellement c'est pas la passion totale, leurs écrits sont extrêmement importants sur le mystère de l'art. Parce que moi, c'est encore un très grand mystère. Hein. Il beau y avoir 250 000 bibliothèques, publications, il y a toujours cette énigme de l'art, de la création, de ce qu'apporte l'art au monde, et pour moi, à chaque fois que je vais sur une toile, je vous garantis que je ne suis pas sûre du résultat. Pour moi, être artiste, ça se joue à chaque toile. Parce qu'il n'y a rien de plus menaçant que le confort, que la certitude. Et d'un coup, on remet tout en jeu, même si on a un peu le poids de l'expérience. Mais justement, ce
poids de l'expérience, ça peut être un poids parce que ça peut être enfermant, nombriliste, bloquant, identitaire, tout ce qu'il ne faut pas. Et dans Kandinsky, pour terminer, effectivement, il y a une quête, il y a un questionnement, et c'est ce flot dont Baudelaire parle dans les farces, cet étroit sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. D'un coup, le fait de pouvoir créer, ça me relie au monde, et c'est important. Bon, en tout cas, moi, ça m'aide à vivre. Bonsoir, alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui motive cette persistance dans la manière de faire, parce que je constate que visiblement les écritures sont marquées par une phase, un travail sous une certaine période qui persiste, donc j'aimerais avoir un petit peu plus d'explications à ce sujet et savoir si c'est un choix déterminé ou si ça peut évoluer. C'est à la fois une fatalité et une chance, parce que quelquefois je me sens enfermée dans mes formes. Je me dis, c'est toujours les mêmes formes, c'est toujours les mêmes couleurs, je reconnais ces harmonies-là, et en même temps, quand j'essaie d'aller ailleurs, c'est pas vrai. C'est parce que justement c'est le projet de se fuir, il faut accepter le miroir, et le miroir s'il bouge pas pendant 10 ans, eh ben faut pas bouger pendant 10 ans, parce que c'est pas une décision volontaire. Une décision volontaire serait une stratégie de communication plus qu'une nécessité intérieure, et on a l'impression qu'on bouge pas, mais en fait ça bouge, hein. Ça bouge, les harmonies, les tensions, les compositions. C'est comme voilà, c'est Molière qui a toujours voulu faire de la tragédie, qui a fait que de la comédie. C'était ça son drame, mais il a fait quand même que de la comédie. Donc on est alors peut-être, je sais pas, peut-être qu'à un moment il va y avoir un truc déclencheur qui va faire que j'ai eu des phases un peu pop art, voilà, mais sur ce qu'on appelle l'identité, c'est plus quelque chose que je subis que quelque chose que je décide. Bonsoir, merci pour cette traversée, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'image numéro 6 du catalogue qui est, je ne sais pas si on pourrait revenir dessus, c'était la nuit, j'ai bien repris la page, le numéro de la page, c'était le catalogue, il y avait 30 pages ou 39 pages, celui qu'on a vu là. Je crois que c'est non, le numéro 6, voilà, c'est celle-là. Celle-là. Voilà. Voilà. Alors, on peut réagrandir un peu, si vous l'ouvrir, si c'est... Ah. Elle est là? D'accord. Voilà. Ok. Bon, alors, moi, j'ai vraiment flashé dessus, quoi. Parce que, et là, plus je l'observais, et mon fils et moi, on est entrés dans le multivers avec Spider-Man et évidemment Doctor Strange et tout ce qui va avec. et le mot qui me vient à l'esprit, c'est cinématique. Voilà, c'est cette œuvre, elle vibre, elle bouge. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas statique. On voit vraiment le mouvement, on le sent. Et je dis bien cinématique, pas cinématographique, hein, bien que quelque part, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous voyez quand vous faites, j'ai l'impression que vous voyez en 3D, ou je ne sais pas si vous voyez en 3D ou si vous voyez autre chose que ce que vous peignez. Mais en tout cas, j'ai envie de vous faire part de ce ressenti-là, voilà. Oui. Alors moi aussi, j'ai été fascinée par cette nature et je vois un cri. Je vois et j'entends presque un cri.
Oui, je disais ça parle. Ça parle. Il y a des choses qui, il y a des ouvertures. On pourrait, il y a des ouvertures et à travers l'ouverture, on peut imaginer des choses qui sortent. Il y a du mouvement. Alors cette peinture, vous pouvez la voir en vrai si vous allez dans le couloir de GBH, puisqu'elles sont toutes serrées là, parce qu'elles doivent être pour être défiscalisées, elles doivent être accessibles aux spectateurs et pas dans les bureaux. Donc elle fait partie du couloir. Donc vous pourrez la voir en vrai. Elle fait 1 mètre. Peut-être 1,20 m sur 90 de mémoire. Oui, le mouvement, j'adore la danse et la danse contemporaine. On peut aussi parler de cinématographique dans les références parce que le cinéma a vraiment été une passion et une préoccupation de toute façon. Après, je vis dans une époque, donc il y a des choses que même inconsciemment, je vis dans une culture, dans une époque, donc je ne vais jamais vous dire non si vous voyez des références qui nous sont communes que je pourrais connaître parce que j'invite des choses sur la toile. Alors je sais ce que j'invite pas, mais parfois je ne sais pas ce que j'invite. Voilà, pour parler franchement, parce que quelquefois je suis le nez dessus, je me recule, mais on peut pas tout gérer. On peut pas gérer le sens, les références. Quelquefois on les repère, mais oui, il y a des. Ça de manière tout à fait spontanée, mais évidemment je ne peux pas m'empêcher de, quand je vois ces toits rouges, ces traits rouges, est-ce que Basquiat est invité ou est-ce qu'il est quelque part, est-ce qu'il y a eu une rencontre avec Basquiat? Pour moi c'est très significatif, oui, cet ordonnancement, cette partition qui est bon, j'ai bien sûr une très grande affection pour Jean-Michel Basquiat, mais je sens intuitivement une petite connexion possible. Voilà. Oui, c'est en prolongement de ce que disait Frédéric. Voilà. Alors, en réalité, moi, je rebondis plutôt, ça me fait penser plutôt, c'est-à-dire dans la dynamique de la création artistique, plus à Arthur Jafa. C'est un artiste qui vient du cinéma, qui a travaillé avec Spike Lee, Spielberg et tout ça pendant des années. Et puis, c'est pas dans le visuel, c'est pas une relation que je mets avec le visuel, mais c'est plutôt dans la dynamique de la création artistique. Il a explosé carrément tous les codes qu'on apprend dans les écoles, voilà, ou les universités, et il mélange autant ce qui vient du cinéma avec les sculptures et toutes les images, le traitement des images, voilà, qu'il reproduit en différentes formes, quoi, voilà. C'est plutôt ce lien-là. Oui, Basquiat, je vais le 18 juin à 18h30, je vais voir l'expo Basquiat-Warhol à 4 mains. J'ai hâte parce que j'ai attrapé 3 images dans l'œil que j'ai encore. Donc je vais courir, je vais voir, et tout ce qui me Basquiat, il me surprend, il me bouscule, bien sûr. Même si je ne l'ai pas cité parce qu'autrement il faudrait 3 jours sur les références. Oui. On est les artistes, on mange beaucoup de choses. On mange les autres artistes, on mange l'air du temps, on mange notre vie personnelle, on mange on met tout dans notre peinture. Et donc c'est pas étonnant que tout ressorte à un moment ou à un autre. Alors j'ai dit peut-être que Ernest va limiter mon propos. J'ai aperçu quelqu'un qui levait la main par là, Ernest, justement. Merci Dominique. Bonsoir Julie. Merci beaucoup pour cette traversée totale de ton travail
bien que je te connaisse depuis très, très longtemps, mais il y a des moments qui m'ont échappé. Mais voir tout ça relié est une chose assez extraordinaire et permets-moi de te dire que tu es une artiste bien construite quelque part. Et que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as pu construire un langage qui est personnel, une perception qui est personnelle. Et que la question des références, je crois qu'à un moment, on les dépasse parce que l'artiste ne travaille jamais seul. L'artiste travaille en fonction du passé et du présent, mais s'émancipe à un moment donné des références pour faire véritablement œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, tu en es là. Je crois, Dominique a parlé tout à l'heure d'abstraction. Je n'ai jamais perçu ton travail comme un travail abstrait, mais comme un travail qui marque les limites finalement de la représentation, qui frise l'abstraction, mais qui repose à mon avis sur un réel. Et j'ai toujours considéré ça comme un petit peu comme une perception, je dirais, du paysage local, du paysage de manière générale, et que tu exprimes là pas une espèce de quintessence. Ce qui fait une œuvre, c'est pas la couleur en soi pour moi, mais l'ensemble des tensions, parce que les couleurs sont des forces, sont des tensions. Et lorsque le photographe fait une photographie d'un paysage ou d'un lieu, la première chose qu'il verra, ce ne sont pas les formes, mais les tensions qui existent. Et je crois que tu arrives justement dans ta perception des choses à saisir justement ces oppositions, ce mouvement, ces tensions qui finalement donnent un rythme extraordinaire et surtout cette idée de mouvement. Et je crois que lorsque tout à l'heure tu parlais de la danse, tu montres des gens qui traversent son travail et qui sont filmés, tu as besoin aussi d'avoir des espèces de sculptures qui prolongent le corps. On voit bien que tu es dans la question du mouvement. Et c'est ça qui me semble cohérent finalement dans ton travail. C'est à la fois, lorsque tu vas interroger des médiums différents, la question du mouvement est toujours présente dans ton travail. Et je crois que c'est une œuvre qui est accomplie. Et la question de la répétition des couleurs, je crois que tous les artistes ont une gamme colorée qu'ils utilisent pratiquement toute leur vie. Et quelquefois, de temps en temps, on change, mais je veux dire qu'il y a des gammes colorées qui permettent justement à l'artiste d'exprimer son ressenti, parce que voir le monde, puisque le réel, c'est encore une autre histoire, le réel est perçu par un filtre, c'est celui de la perception. Et je crois que c'est ce que l'on voit dans ton travail et qui lui donne cette dimension et cette force poétique. Oui, merci Ernest pour ce commentaire. Je voudrais réagir au mot tension. Par rapport à effectivement un travail qui n'est pas, dont l'abstraction n'est pas si éloignée des réalités, on va dire, et du monde d'aujourd'hui. J'ai rencontré récemment une commissaire d'exposition et je lui posais la question, qui est passée dans mon atelier, je lui posais la question, je pose toujours la question, bon, toujours, c'est comme ça, de la légitimité de ce que je fais. C'est-à-dire, en quoi ça sert de faire ces petites couleurs-là, très sympa, ok. Mais est-ce que je suis juste en tant qu'artiste par rapport aux questions du monde, aux problèmes du monde? Pourquoi est-ce que je dénonce pas plus? Pourquoi est-ce que mon travail... Bon, c'est la question que je pose régulièrement en citant Pablo Neruda, Le Chant général. Et elle m'a donné une réponse. Elle m'a dit qu'elle avait travaillé beaucoup avec les femmes d'Afrique du Sud, les femmes artistes abstraites, et qu'elle avait découvert que dans leur peinture, que cette abstraction n'était pas une abstraction qui fuyait le monde pour un imaginaire merveilleux, hein, mais qu'au contraire, c'était, comme elle ne pouvait pas dire les choses ouvertement, ça passait par
les évocations. Et d'un coup, ça m'a un peu soulagée. Je me suis dit, bon, en fait, ces petites couleurs, ok, ce n'est pas une fuite de mes responsabilités en tant qu'artiste, qu'il y a des choses qui passent, et quand tu parles de ces tensions colorées, moi je pense aussi aux tensions sociales, aux tensions humaines, aux relations, voilà, que je ne vais pas, pour parler de sentiments humains, j'ai pas besoin de représenter des humains. Que les choses se sentent bien entre des espaces, des formes, des gestes et des directions. Et voilà, c'était un petit commentaire que je voulais rajouter pour réagir à ta réflexion. Merci. Une autre question ? Merci. Ce serait une forme d'observation plutôt qu'une question. Alors moi, j'estime que ton travail est l'optimisme même, parce que la couleur, c'est-à-dire la flamboyance et la vivacité qu'on retrouve dans ton œuvre est une force essentielle pour comprendre le tournement de ce monde-là, toutes les difficultés qu'il y a là. Je crois que cette circonvolution, parce qu'on a l'impression que c'est torturé, mais ça apporte quand même un message qui est très fort. Et c'est pour cela que j'ai dit, comme des sonorités, musical, tu peux à tout moment faire évoluer ton œuvre. Et ça, je crois que c'est essentiel. Parce qu'un artiste n'est pas figé. C'est quelqu'un qui est dans le mouvement en permanence. Et c'est ce sens que je trouve dans ton travail. Et la petite expérience qu'on a eue dans ton atelier m'a donné vraiment cette envie de comprendre le travail que tu fais. En tout cas, je te remercie. Voilà. C'était une observation. Non, alors, oui, alors sur l'optimisme, je disais tout à l'heure que j'essaie de ne pas faire passer mes états d'âme directs dans mon travail. Et effectivement, le fait de créer, je pense qu'il faut être optimiste, parce qu'il n'y a personne qui nous attend. Bon, là, peut-être un peu plus que d'habitude. Merci d'être venu, mais on est quand même dans une très grande solitude quand on peint. En tout cas, moi, il y a peut-être des artistes qui travaillent en collaboration, en groupe. Bon, en tout cas, en ce moment, moi, c'est plutôt seul devant la toile et advienne que pourra. Donc, aller prendre du temps qui pourrait être du temps de vie pour sortir des formes, faut croire effectivement à cette possibilité de création, à la rencontre avec un spectateur éventuel. Donc je pense que l'optimisme, il vient de là. Oui, bon, bravo Julie. Je voudrais te demander quelque chose par rapport au volume que tu as fait en spirale monumentale. Alors d'une part, ça m'a fait penser à Clara Clara de Richard Serra, donc au Guggenheim de Bilbao. Mais en même temps, tout à l'heure, tu as parlé de démarche spiralaire, et moi, je me voyais vraiment l'image immédiate. Je me dis, c'est elle. Là, on la voit dans son immersion et dans cette conception de quelque chose qui est vraiment en développement jusqu'à l'infini. Oui, alors, je ne l'ai pas là, mais j'ai une photo avec Richard Serra au Grand Palais en 2008. C'est vrai que ça ressemble absolument pas à mon travail, mais j'adore Richard. Pour moi, c'est le top, c'est l'absolu. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très éloignés de ce que je fais, que j'admire énormément. Je vous cherche une autre photo de la spirale. Peut-être une qu'on n'a pas vue. Un gros plan. Voilà, un gros plan sur la spirale. Et effectivement, à un moment, je me suis dit, bon, la spirale, ok, on l'a montrée, de toute façon, c'est simple, il n'y a personne qui va jamais la prendre. Trop bien, j'ai 30 mètres de toile, je vais les découper en 30 peintures de 1 mètre sur 2 et mon année est assurée. C'était impossible de découper la spirale, mais effectivement on pourrait imaginer que je commencerai un peu à la Opalka, je commencerai un jour sur un bout de tissu et je déroulerai toute ma vie et ça continuerait comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand il y a des gens qui viennent dans l'atelier, parce que je bouge les peintures, je les sors et d'un coup il y a des juxtapositions totalement imprévues qui arrivent et je découvre quelque chose
Et un jour, oui, c'est une chorégraphe qui m'a dit que mon travail lui faisait penser à une conversation ininterrompue dans lesquelles on aurait quand même mis des coups de ciseaux pour en extraire des mots. Et tout de suite, ça m'a renvoyé à la radio dans Orphée, où où Orphée capte les voix les mots de l'au-delà de manière très surréaliste. Et effectivement, on pourrait imaginer que il y a des trucs qui se déroulent là-haut et que moi je descends dans l'atelier, je fais descendre un morceau. Et ça continue à se dérouler, hein. Et ma vie se déroule et le monde se déroule et pouf, je retire et il y a un autre morceau qui descend de manière un peu imagée et avec un peu d'humour. Pourquoi pas? Bonjour. Alors moi, quand j'entends parler d'optimisme, ça résonne. Tu sais pourquoi d'ailleurs? Parce que j'avais écrit quelque chose en disant que je me sentais bien quand je regardais tes toiles, que ça me mettait une espèce de joie intérieure. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe au moment de la création? Tu as dit que tu n'étais pas ni bourré ni drogué, mais est-ce qu'il y a un phénomène de transe où tu te sens traversé par quelque chose et où cette chose jaillit de toi? Est-ce qu'il y a un état particulier? Et en plus, comme tu ne fais pas de dessin préparatoire, est-ce que dans cette espèce d'improvisation, combien de temps ça dure sur une toile, par exemple? Alors, c'est pas une transe parce que j'ai les yeux ouverts et je vois ce que je fais, même si on voit peut-être pas tout le temps complètement. Je pense que c'est de l'écoute absolue. C'est-à-dire que c'est très simple. Si je suis pas attentive et je mets un trait, ça marche pas. Ça marche pas. Si je suis pas en pleine présence au moment, alors avant je peux faire tout un tas de choses, mais quand il y a la décision de tracer, même si après elle va être contrebalancée, augmentée, diminuée, faut que je sois vraiment là. Donc c'est cet état-là. Et là je fais tout de suite une relation parce que récemment on m'a demandé d'exposer dans le cadre d'une expo artistes et surf, et c'est l'énergie du moment. Quand je suis sur la vague, déjà, il faut se lancer dans la vague. On ne sait jamais si on va atterrir entier. Bon, on peut savoir à peu près, mais ça peut être risqué. Et après, chaque vague est extrêmement différente. Nous, on est différents et la vague est différente. Donc, pour tenir dessus, il faut être très, très présent. Je crois que c'est une comparaison d'attention et de tension par rapport à la création. Alors, c'est très simple. Il y a des petits formats qui m'ont pris 10 heures et des grands formats qui m'ont pris une demi-heure. C'est imprévisible. Je ne sais pas, il y a des toiles qui sont, j'appelle ça des moments de grâce, clac, 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 clac. Ah bon, c'est déjà fini? Ah bon? Et d'autres où on a l'impression que, dès que j'ai l'impression que c'est facile, de toute façon, ça tombe par terre. Donc, le temps, c'est la présence, c'est ce que j'ai fait pour être présente, comment je me suis nourrie pour ressortir les choses. Et aussi sûrement du hasard. Hein. Faut pas, voilà, on n'est pas maître de tout. Est-ce que je réponds à ta question? Merci. Dernière question, dernière intervention. Oui, merci Julie. J'ai une question qui est relative au travail que tu as fait avec Josiane Antourelle. Je voudrais savoir quelle était ta position au moment où donc elle habitait ces volumes. Il y a vraiment une association, enfin une harmonie entre les corps et les volumes. Quelle était ta position toi à ce moment-là? Parce que étais-tu en position de celle qui regarde? Est-ce que le processus de création continuait de se faire dans le regard, dans la relation que tu avais à ce que tu as créé, ce que tu étais en train de voir, mais tu étais aussi partie prenante, puisque tu étais dans un groupe. Voilà, j'aurais aimé savoir exactement ce qui se passait à ce moment-là, et comment toi tu te percevais, peut-être a posteriori ou pendant. Merci.
Alors, il y a une partie, j'essaie de me rappeler. Déjà, c'est quelqu'un que, donc je l'ai dit, dont j'adore absolument les gestes. Donc déjà, j'adhérais et j'avais confiance. Je savais que quelque chose en sortirait. Donc je lui ai présenté plusieurs espaces, plusieurs formes, plusieurs supports, des costumes. On en a parlé, on a parlé de blessures, parce que les agrafes, ça blesse, de facilité, de dangerosité. Déjà, on a cadré. Il ne fallait pas que ça soit empêchant pour elle, que ça soit dangereux, qu'elle glisse, qu'elle tombe. Donc déjà, on a sécurisé. Et ensuite, par rapport... je lui avais fait des propositions. Elle m'a refait des propositions. Et j'ai adapté. Par exemple, les boules qui étaient sur le sol, que j'appelais les boules de chaos, à un moment, j'en avais fait 15, elle m'a dit, il m'en faut 50. Donc, je lui ai fait 50. Je lui faisais, elle réagissait à mon travail, je mettais mon travail au service de son expression dans le but de répondre à ce texte de Batraville sur le tremblement de terre en Haïti. Donc voilà, chacun avançait d'un pas et s'adaptait. C'était vraiment un dialogue et dans ce dialogue, il y avait une immense confiance qui fait que quand le silence s'est fait, elle a proposé et moi j'ai regardé. Et je posais des questions, mais on a modelé ensemble la forme finale. Bon, Solange. Allez, c'est bien parce que c'est vous, hein. Alors merci à Monsieur Berthet, merci à Julie pour cette présentation justement globale de l'œuvre de Julie Bessard. Et justement, devant tout ce panorama que nous connaissons un peu mal, le fait aussi que les artistes de Martinique soient peu représentés dans la documentation artistique et qu'il y ait peu d'écho justement au-delà de la Martinique, des Antilles ou de la Caraïbe, en fait, même si tu exposes comme d'autres aussi ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas... Enfin, moi, je trouve important que l'archivage puisse se faire sur les artistes, et est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement que tu puisses aller plus loin dans ta récupération de vieilles images, de documentation, pour justement permettre aussi plus tard à ce qu'on puisse découvrir justement l'ensemble de ton œuvre. Ce serait le cas aussi pour d'autres artistes de Martinique, mais moi il me semble que l'archivage, le fait qu'il y ait des traces des œuvres d'artistes, ce travail justement pluridisciplinaire, collaboratif, moi il me semble extrêmement important, et il y a peu de traces, peu de personnes le connaissent. Tout le monde connaît, enfin beaucoup de personnes en Martinique connaissent tes œuvres abstraites récentes, mais ils ne connaissent pas en fait toute l'ampleur de ton travail, et il me semble que tout ceci, comme tu le disais, ce sont des éléments qui un jour peut-être se relieront dans la spirale de tes créations. Donc il me semble qu'il faille les archiver. Donc voilà, est-ce que tu penses justement à pouvoir faire cet archivage pour plus tard, enfin, soit le présenter sous forme d'un livre, enfin quelque chose qui puisse permettre de connaître ton œuvre et qui soit disponible au-delà de la Caraïbe? Oui, tout à fait. C'est à force de chercher des images, de griller des disques durs, de tremper des diapos, de perdre des cassettes. Effectivement, à l'époque, à l'école d'art, on n'avait pas les portables. En plus, on prenait pas, voilà, on se prenait pas en photo, dit nos œuvres. On créait, on passait à la suivante, et de temps en temps, quelqu'un par hasard pensait à faire une photo. Donc on nous avait dit qu'il fallait le faire, donc j'ai quand même quelques photos. Et récemment, j'ai appris par Abdafaï que par la Maison des Artistes, on pouvait avoir une aide pour l'archivage. Donc ça m'intéresse, parce que à force de cramer des données et de pleurer parce que j'ai perdu des photos très anciennes, je me suis posé la question. Je pense que d'ici l'année prochaine, j'essaierai d'organiser un peu, parce que mine de rien, ça va faire 25 ans. Et j'ai toujours pensé que je produisais pas beaucoup, que je produisais pas assez, mais quelquefois là, quand je cherche des images,
c'est compliqué, j'embête les photographes pour qu'ils me redonnent les images, c'est pas pratique. Après, je ne vais pas faire d'auto-édition, parce que pour moi l'édition c'est le désir d'un auteur ou d'un éditeur. Donc j'aurai des archives avec, si quelqu'un veut dire quelque chose sur mon boulot, ben il aura de quoi dire quelque chose. Voilà. Mais je pense que oui, c'est pas à moi de toute façon, dans l'édition, c'est le circuit de diffusion aussi. Je vais faire un livre pour le regarder au coin du bananier, c'est pas la peine. J'attends, ça viendra bien si ça doit venir. Après, voilà, on verra. Mais effectivement, la mémoire des choses, c'est pas mal parce que, voilà, je me suis rendu compte récemment que, effectivement, j'ai rencontré 3 spectateurs qui avaient vu les ailes de Clément lors de l'unique présentation des ailes à Clément. J'ai fait, waouh, t'as vu ça? Ben oui, parce qu'on oublie que ça passe. Merci. Bravo, eh bien merci beaucoup Julie. Voilà, merci également à vous d'être venus ce soir. Et puis c'est la dernière conférence avant les vacances. Donc je vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez. Si vous n'en prenez pas, eh bien travaillez bien. Nous serons plusieurs dans ce cas-là. Et puis, eh bien, on se retrouvera en septembre ou octobre. Voilà. Bonne soirée et merci Julie encore.